Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mes invités du jour, Pauline Guéna et Jean-Michel Descugis, bonjour. Bonjour. Alors un petit mot en préalable pour dire, vous êtes les auteurs d'Une nuit en France, et je tenais à dire en préalable, en tant que confrère, ma solidarité face aux attaques absolument inacceptables, aux menaces que vous avez pu subir depuis la sortie de ce livre. Un livre d'ailleurs qui est assez remarquable, c'est la plume d'une romancière, l'écriture de journalistes, les faits précis rapportés par deux journalistes. C'est un travail qui devrait être salué par tout le monde parce que vous faites essentiellement que rapporter les faits, mais ça contredit le narratif de l'extrême droite sur le drame de l'affaire de Crépol, la mort de Thomas il y a un peu plus d'un an. Comment on va en reparler évidemment dans cette émission, mais d'abord votre trio que vous composez avec Marc Leplongeon aussi, il n'est pas forcément habituel d'associer des journalistes et une romancière. Comment il s'est constitué? C'est déjà votre quatrième livre. Comment vous travaillez? Oui, on s'est rencontrés il y a 6 ans, même un peu plus, sur un livre sur lequel on avait d'ailleurs... on s'est rencontrés en fait en écrivant un livre, Jean-Michel et moi, et Jean-Michel et Marc, eux, ont coécrit un livre sur Lunel. Et puis on a formé ce trio grâce à notre éditeur, en fait, qui nous a fait nous rencontrer pour un premier livre sur Mimi Marchand, Michel Marchand, qui était la conseillère com du couple Macron. Voilà. Puis ensuite, il y a eu La Poudrière, ministre de la Justice. La Poudrière, vous intéressiez déjà au fonctionnement de l'extrême droite. C'est ça qui vous a fait vous intéresser à l'histoire de Crépol? C'était une suite logique de suivre cette histoire? Oui, l'ultra-droite nous intéresse, mais l'histoire de Crépol, ce qui nous a frappé, c'est à quel point ce fait divers dramatique a polarisé immédiatement l'opinion, les médias et la classe politique, et à quel point il a été immédiatement récupéré, et à quel point, ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, un narratif s'est mis en place qui utilisait ce drame à des fins politiques. Nous, c'est ça qui nous a... Idéologique, oui. Voilà. En dehors du fait que c'est un drame qui a marqué la France, hein, qui est un choc, qui a divisé la France, et qu'effectivement, il y avait cette instrumentalisation par l'extrême droite, mais aussi les médias d'extrême droite, qui sont de plus en plus nombreux aujourd'hui, et qui ont utilisé ce fait divers pour essayer d'en faire le premier francocide, c'est-à-dire acte raciste. Or, pour l'instant, en tout cas à ce stade, ce n'est pas la thèse qu'a retenue la justice. Oui, c'est quelque chose qui est très difficilement audible aujourd'hui dans le débat public. Alors, sur les réseaux sociaux, les faits journalistiques sont très maltraités sur cette histoire, mais aussi désormais dans les médias traditionnels, on va dire à la télé. Le simple apport des faits sur cette histoire, on rappelle, hein, c'est la mort d'un jeune rugbyman, Thomas, à la sortie d'un bal, suite à une rixe qui est provoquée par... on comprend qu'il y a eu des provocations racistes et qui sont à l'origine de la bagarre. Et dans cette bagarre, des jeunes qui étaient venus avec des couteaux les ont sortis et ça finit en drame. Et les couteaux n'étaient que d'un seul côté, du côté des jeunes de la cité. Mais effectivement, il y a eu une embrouille, comme on dit, dans le langage commun, et qui est due au départ, on l'a documenté, hein, c'est un jeune rugbyman qui va tirer les cheveux sur un air adorable de Tulle à un jeune des cités, et puis ça part en bagarre, et là, bon, effectivement, il fait nuit, personne n'y voit rien, et il y a des couteaux qui sortent, qui sont sortis par les jeunes de Romans, de la cité de la Monnaie, et qui vont blesser plusieurs personnes, 4 personnes grièvement, et tuer Thomas d'un coup de couteau en plein corps. C'est atroce. Voilà. C'est vrai que c'est atroce. Maintenant, effectivement, il a été dit tout de suite, la réalité judiciaire a été déformée. On a dit que ces jeunes étaient venus pour tuer du blanc, que c'était un raid organisé, même. Ça a été un peu vite dit par le procureur au départ, hein, c'est ça qui aussi met le feu aux poudres, hein, c'est que le procureur de la République parle d'une expédition programmée et que tous les médias d'extrême droite, et on va s'engouffrer là-dedans, et puis le procureur va rétropédaler par la suite parce qu'il va bien se rendre compte que l'enquête ne va pas vers ça, mais c'est trop tard, et le mal est fait. Et ensuite, depuis, bien... cette vérité qui a été assénée par l'extrême droite et les médias d'extrême droite, eh bien,
ils veulent absolument que ce soit la vérité judiciaire. Or, ce n'est pas le cas, puisqu'aujourd'hui, vous avez un parquet, un procureur qui n'a pas retenu la circonstance aggravante de racisme, ni le juge d'instruction, ni la chambre d'instruction qui s'est 2 fois prononcée sur ça et qui, dans ses motivations, retient 5 motivations pour lesquelles il pourrait avoir eu à l'origine de cette rixe mortelle. Il y a effectivement des paroles racistes, mais des 2 côtés. Il y a le fait que je vous racontais de ce jeune qui tire les cheveux à un autre jeune. Il y a un comportement sans doute des jeunes des quartiers qui est un peu provocateur, on va dire, une insistante auprès des filles. Toutes ces motivations sont énumérées dans ces arrêts de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Grenoble, mais aucune n'est privilégiée. Alors, ce qui est impressionnant dans cette histoire, c'est qu'au tout début, quand on ne sait pas grand-chose, il y a énormément de commentateurs qui, eux, savent déjà tout. Ah bien oui, ils lisent exactement ce qui s'est passé. Et pour eux, ce qui s'est passé, c'est ce qu'ils ont envie qu'il se soit passé, c'est-à-dire ce qui correspond à leur grille idéologique, c'est-à-dire des jeunes d'une cité qui sont venus tuer du blanc dans un petit village, qui avaient des couteaux, qui sont armés pour venir tuer du blanc, qui ont forcé la porte du bal, alors que le bal était ouvert à tout le monde, que ces jeunes sont rentrés en payant, enfin pas en payant leur place, puisqu'ils sont arrivés après minuit, mais en rentrant normalement. Voilà, donc tout est faux. Mais peu importe, de toute façon, aujourd'hui, il y a un certain nombre de médias, je vais les citer, CNews, IDD, Europe 1, ils ne sont plus dans le journalisme, ils sont dans l'idéologie, ils sont dans la propagande politique. Et c'est très grave, parce qu'il y a des gens, si vous voulez, en France, qui pensent qu'il faut encore du journalisme. Or, ils ne font plus du journalisme. D'ailleurs, ils s'en sont pris assez avec virulence à votre livre, à votre travail, et c'est à l'origine de la campagne d'harcèlement que vous avez subie. Sans l'avoir lu. Je précise que pendant 3 jours, ils ont parlé de notre livre sans l'avoir lu. On le sait parce que pendant ces 3 jours-là, notre attaché de presse recevait des messages, mais le service de presse n'était pas encore parti, donc ils n'avaient pas le livre. Ça ne les a pas empêchés de dire n'importe quoi sur ce qu'il y avait dedans, parce que nous... à la différence de ces gens-là, en fait, on a enquêté, on est allé sur place et on a parlé à beaucoup de gens. Et on fait un travail de terrain et un travail journalistique. Un travail de terrain qui est recoupé par un dossier judiciaire qu'on a pu consulter et voilà, on a croisé, on a fait un vrai travail. D'ailleurs, il suffit de lire le livre pour se rendre compte que nous rapportons des faits et qu'à ce stade, nous racontons ce que dit la justice. Et la justice, pour l'instant, a mis en examen des jeunes pour homicide en bande organisée, mais n'a pas mis des jeunes en examen pour assassinat, ça voudrait dire que l'expédition était programmée, ni avec la circonstance aggravante de racisme. Alors, votre livre raconte aussi finalement la difficulté du métier de journaliste. Les journalistes qui sont allés sur le terrain étaient très interpellés sur les réseaux sociaux, mais pourquoi vous ne dites pas ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'affirmez pas déjà que c'est une attaque terroriste, comme l'a dit Marine Le Pen, comme l'a dit Marion Maréchal, comme l'a dit Éric Zemmour, etc. Pourquoi vous ne répondez pas? Et ce qu'on racontait aussi, c'est que la vérité dans ce genre d'affaires, elle arrive lentement. Et puis elle arrive lentement, puis elle est complexe. Elle est nuancée. Elle est nuancée, et que la réalité judiciaire, la vérité judiciaire est toujours plus complexe que l'idéologie. Que ce qu'on veut faire dire. Voilà, et que dès le départ, il y a eu une guerre sémantique, des mots, certains parlaient de RICS, la justice parlait de RICS, etc. Et certains parlaient d'attaques, d'autres carrément d'attentats terroristes. Sans doute, un certain nombre de gens dans ce bal, de bonne foi, ont tellement été choqués par ce qui arrivait. C'était le chaos, il faut le savoir. C'était la nuit, il n'y avait pas d'éclairage public, les gens criaient, hurlaient, il y avait du sang partout sur les murs. Bon, voilà. Donc que les gens aient eu ce ressenti d'attaque, d'attentat, on peut le comprendre. Maintenant, il y a un travail judiciaire qui est fait, et il s'attache aux faits, et nous, journalistes, on s'attache aussi aux faits. Et donc on a fait un travail justement pour comprendre ce qui s'était passé et pour démonter une mécanique qui, hélas, aujourd'hui revient un peu trop souvent, qui veut que la couleur de peau de la victime ou d'un auteur soit la seule clé de lecture à un certain nombre de faits divers. Et depuis Crépol, il y a d'autres faits divers qui ont été
dont l'extrême droite et les médias d'extrême droite se sont accaparés pour faire avancer leur idéologie et leur parti politique et essayer un jour de prendre le pouvoir en divisant la France, la société française. Parce que ces gens-là ne font pas du bien à la société française. Ils divisent volontairement, au lieu d'essayer de rapprocher les gens. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une fracture. Et nous, on le dit dans ce livre. Il y a une fracture culturelle, une fracture sociale, il y a une fracture raciale même. Mais c'est pas parce qu'il y a cette fracture que ça en fait forcément, dans un dossier, un mobile raciste. Et voilà. Et nous, c'est vrai qu'il y a des populations qui vivent côte à côte aujourd'hui, qui ne se mélangent pas. Moi, je viens d'un village comme ça, d'un village où les gens, il y a des populations qui vivent côte à côte sans se mélanger. Mais voilà. Mais une fois qu'on a dit ça, ils ne se mélangent pas, mais ce que vous racontez dans votre livre se connaissent parce que c'est les mêmes oui, établissements scolaires, c'est éventuellement même club de rugby. Il y a des C'était pas des jeunes qui étaient inconnus les uns des autres. Non, ils se connaissaient. Non, ils se connaissaient de vue, de prénoms parfois. Certains étaient dans les mêmes établissements ou dans les mêmes centres de formation, prennent le bus scolaire ensemble. Oui, c'est un petit territoire, donc les jeunes se connaissent. Cette annonce du bal, elle a été faite sur Facebook et elle a été partagée par toutes sortes de jeunes. Et les jeunes de Romans, ils l'ont appris par Facebook. Oui, oui, ils l'ont appris par Facebook et puis par des copains de lycée, en fait. Oui, par des copains qui leur ont dit venez, voilà, venez. Voilà. Ça sera... Parmi les victimes collatérales de cette histoire, il y a aussi les habitants du quartier de la Monnaie, à Romans-sur-Isère, qui ont, pour certains, subi un harcèlement très fort, avec des mères de famille qui ont été appelées. Oui, parce que quelques jours après les faits, les identités des auteurs présumés fuitent sur Internet avec le nom de famille, l'adresse, le numéro de téléphone. D'ailleurs, dans le lot, il y a aussi des jeunes qui n'ont absolument rien à voir avec cette histoire et qui n'étaient pas à la soirée au bal de Crépol. Et à partir de là, un certain nombre de familles subissent un harcèlement, des coups de téléphone, des menaces pendant des jours. Ouais. Ça a été jugé. Voilà, et ce qui harcelait, c'est monsieur tout le monde. C'est la ménagère, c'est le routier. Derrière leur ordinateur qui envoie et relaie des messages de haine tranquillement depuis leur salon. Quoi. Et on peut dire que c'est un quartier qui est très défavorisé. Et puis pour le coup, les habitants du quartier n'ont pas été défendus par leur maire. Au contraire, qui a dit des choses sur les habitants du quartier assez redoutables, comme quand on lui posait la question de l'emploi, elle disait « Ah, mais on leur a parlé dans le livre, est-ce qu'il y a des demandeurs d'emploi ?» Sur chercheurs d'emploi, et est-ce qu'ils seulement ils peuvent trouver employables, oui. Oui, en disant moi j'ai dépensé 150 millions d'euros dans ce quartier. Il suffit d'aller voir le quartier pour comprendre qu'il n'y a pas 150 millions d'euros qui ont été dépensés dans le quartier. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien, c'est le désert. C'est un des quartiers les plus pauvres de France, si ce n'est le plus pauvre de France. Voilà, avec un taux de chômage énorme, avec 50% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, avec un habitat très très délabré, et qui sont victimes aussi en fait, des mêmes violences. Hein. Il y a un jeune homme, Zacharia, qui 5 mois après est tué d'un coup de couteau dans ce quartier. D'un coup de couteau en tentant de s'interposer dans une bagarre, un jeune homme de 15 ans. Donc les gens qui habitent là sont victimes tout autant que les autres de cette violence de la société. On peut parler de ce fait divers, qui pourtant, ce gamin était complètement innocent, il n'avait rien à voir avec cette bagarre, il a essayé de s'interposer entre deux jeunes qui effectivement étaient en train de se battre, et il a pris ce coup de couteau. Il y a une marche blanche qui a été organisée, qui a rassemblé très très peu de monde, qui a rassemblé essentiellement des gens du quartier. Ouais. Et la mère n'était effectivement pas venue. Non, puis la mère a fait le lien aussi entre l'islam et ce fait divers, qui alors là, pour le bon, qui n'a rien à voir avec l'islam, puisque la mosquée locale avait immédiatement condamné ces faits, avait été même à la... C'est rendu à la marche blanche, aux funérailles du jeune Thomas également. Et ces jeunes n'ont rien à voir avec l'islam, ils ne fréquentent pas la mosquée... voilà, bon, mais tout ça, c'est des amalgames, c'est des clichés, c'est vite fait, et ça sert une idéologie politique. Et c'est un quartier où tous les services publics, les uns après les autres, ont fermé ou ferment, et où la mosquée, finalement, va jouer... on va demander à la mosquée, en tout cas, ce que vous racontez dans le livre, la mère va dire aux représentants de la mosquée, commencez par assurer la sécurité dans le quartier avant de venir me demander quelque chose. Donc finalement, on demande à la mosquée d'assurer un service public. Exactement. Qui est d'ailleurs très grave. Oui.
Vous allez, on retient de cette histoire qu'après la campagne de cyberharcèlement, puis menaces que vous avez subies, vous avez fait une pause sur la promotion de ce livre, ce qui est, je trouve, dommage, parce que c'est encore une fois, c'est un livre remarquable et qui mériterait d'être lu parce qu'il rappelle les faits. Quelles leçons vous tirez de cette expérience? Est-ce que vous allez continuer à travailler sur ce type de sujet ou vous dites qu'ils deviennent trop toxiques pour des journalistes? Ouais, on a fait 4 livres ensemble, moi j'en ai fait une 10. C'est des sujets, on prend des sujets qui journalistiquement peuvent nous parler et qui sont intéressants parce qu'on met le doigt sur des problématiques. C'est ça le travail du journaliste, c'est de mettre le doigt où ça fait mal, où ça va mal. Et bon, ben là, je crois qu'on a réussi notre coup, mais parfois un peu trop pour nous, parce que à partir du moment où on est menacé, effectivement, où on s'en prend, en tout cas de façon indirecte à nos familles, etc. On a tous des enfants, contrairement à ce qui a pu être dit. Mais ont-ils des enfants pour parler de Thomas et de raconter ce fait divers? Nous, on a un grand respect, évidemment, pour les parents, une grande compassion. Ce qu'ils vivent et vécu est atroce. Et on a tous des enfants et on se met à leur place. Maintenant, on est journaliste, on n'a fait que notre travail de journaliste. On n'a pas transformé une réalité judiciaire. On a essayé de montrer aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de médias, un certain nombre, le parti politique d'extrême droite, eh bien, instrumentaliser des faits divers pour leur grille de lecture, pour une idéologie. Et c'est ça je pense qu'on démontre, et c'est ça qui gêne beaucoup. Pauline Guéna et Jean-Michel Décusis, je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.